Je suis professeur Pape Goumbolo, je suis géologue environnementaliste et donc je travaille beaucoup sur la géodynamique appliquée à la prévention des risques naturels tels que les houles, les glissements de terrain, la volcanologie, les tremblements de terre et tout ce qui est géodynamique en général, quoi. L'érosion côtière, pour parler très simplement, c'est lorsque la mer avance sur la côte. Elle avance sur la côte et avec les changements climatiques, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Les houles sont de plus en plus importantes et dans des zones où les plages sont vulnérables, la mer avance et elle va envahir toutes les infrastructures côtières, que ce soit des ports, des maisons, des zones de débarquement des pirogues, des zones touristiques, comme à Saly. Et aujourd'hui, à Saint-Louis, on en voit un peu les effets au niveau de Gokhombac et de Gendar. Donc c'est un processus d'avancée de la mer dans le continent. C'est ça l'érosion côtière. Elle peut avoir des causes naturelles, aujourd'hui, comme l'avancée, les changements climatiques, on dit changements climatiques, fonte des glaces, augmentation du niveau de l'eau, tout ça. Elle peut être liée aussi à des effets liés à l'homme qui a extrait les sables des plages qui étaient les éléments les plus efficaces pour protéger la côte, mais aussi des constructions anarchiques au bord de l'eau, sans tenir compte des effets de la dynamique marine. Donc voilà un peu les causes et les conséquences. Bien sûr, toutes ne sont pas vulnérables. On va voir tout à l'heure qu'il y a des zones qui sont très, très résilientes, donc qui résistent à l'avancée de la mer. Une étude a été faite, beaucoup d'études ont été faites, notamment, moi je prends comme référence l'étude qui a été faite par l'UEMOA. Donc, nous avons un comité scientifique dont je suis le président, qui travaille sur la vulnérabilité des côtes et sur l'aménagement côtier, dans un secteur, dans une zone qui va pratiquement de la Mauritanie jusqu'au Bénin. Et on a fait des études spécifiques au Sénégal. Et de ces études faites au Sénégal, il ressort qu'on a environ 50 km de zones vulnérables qui sont réparties entre Saint-Louis, la zone de Gokhombac-Gendar, qui va jusqu'à la Brèche. On a la presqu'île du Cap-Vert, certaines parties de la presqu'île du Cap-Vert avec l'effondrement des falaises. On a la zone de Saly, sur la petite côte. Il y a dans le Sine Saloum, autour de la zone des parcs du Sine Saloum. Et il y a une petite frange en Casamance autour des îles de Djogé, Caraban et autres. Donc, si on fait le bilan, on a environ 50 km qui sont vulnérables sur l'ensemble des 700 km du Sénégal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parties qui sont stables. Et maintenant, la vulnérabilité, la plus grande cause de vulnérabilité de ces zones sont liées aux houles. C'est-à-dire que c'est des événements exceptionnels qui arrivent à des périodes précises, liées donc à la température. Il y a beaucoup de facteurs. La houle, ce sont des vagues qui arrivent régulièrement, des vagues, un train de vagues. Dans les conditions normales, c'est très faible, ça va autour de 1,50 m, 1,20 m, c'est pas très important. Mais dans certaines périodes, quand il y a beaucoup de vent, et avec la conjonction de facteurs astronomiques comme la position de la Lune et tout, on peut avoir des vagues qui peuvent atteindre 2 mètres, 3 mètres, quelquefois jusqu'à 4 mètres. On a eu, il y a quelques jours à Saint-Louis, on a eu des houles qui ont atteint 3 mètres. Mais c'est des houles moyennes, hein, ça je dis très fortes pour le Sénégal, mais moyennes dans l'ensemble de la planète. On a vu des houles de 8 mètres ou de 12 mètres au Japon avec le tsunami. Mais donc, malgré tout, de petites houles de 2,50 m à 3 mètres peuvent avoir des préjudices énormes dans des côtes basses comme Rufisque, comme Saint-Louis, comme les îles Caraban, Djogé et Linguine et autres. Donc ça montre bien qu'il y a une conjonction entre la nature de la côte, même la forme de la côte, des baies, hein, qui sont très basses, et des houles qui sont assez hautes, relativement hautes par rapport à l'environnement. Les mêmes houles, si vous les voyez sur la presqu'île Dakar
au Cap Manuel ou à l'Anse Bernard, elles n'ont pas d'effet. Hein, parce que là, nous avons une côte qui est rocheuse, qui forme des caps avec des roches qui résistent. Donc, la vulnérabilité dépend de beaucoup de facteurs, des facteurs liés à la roche, des facteurs liés à la forme de la côte, mais le facteur le plus déterminant dans tout ça, c'est quand on a des houles dans une côte basse. Et la plupart des zones dont on a parlé, que ce soit Saly, les îles du Saloum, les îles en Casamance et Saint-Louis, c'est des côtes basses qui sont soumises à des houles d'une certaine hauteur. Oui, on a mesuré, je vais mesurer tout simplement, je vais pas donner des chiffres. Si on regarde l'essentiel des produits qui font l'économie du Sénégal, c'est la pêche et le tourisme. Donc c'est lié au littoral. Aujourd'hui, Saly souffre. Nous avons vu l'impact de la baisse du tourisme sur les populations de Saly. Tout ça, c'est lié en grande partie à l'érosion côtière, au fait que les plages de Saly et de la Petite Côte n'ont plus de plage. Hein? On a vu aussi que du côté de la pêche, quand Guet Ndar, Gokhumbaye, Rufisque, Bargny, qui sont des débarcadères naturels artisanaux pour la pêche, quand ces zones-là sont menacées, il y a une perte pour les populations au plan social, au plan économique, au plan même de l'habitat, parce qu'on a vu des maisons, des concessions partir en quelques minutes. Donc, on pourrait entrer dans l'étude. Il y a une étude qui a été faite et qui donne le chiffrage exact des pertes liées à cette érosion côtière. Et si on y prend garde, un jour j'avais dit, même le patrimoine culturel va disparaître. Ce patrimoine culturel des Lébou, autour de Bargny, autour de Rufisque, autour de Gokhumbaye, autour de la Casamance, ce patrimoine culturel va disparaître sous l'effet de l'érosion. Et un patrimoine culturel n'a pas de coût, au vrai sens du mot. Bien sûr, c'est très variable. On a étudié les zones les plus vulnérables. On a fait des études en prenant par exemple des traits de côte depuis 1942 pour voir comment ces traits de côte ont évolué entre 1942 et 2013 en moyenne. C'est très variable. Si je prends par exemple la zone de Saint-Louis, elle avance entre 2 mètres et 2,50 m par an. Si vous allez sur Saly, c'est autour de 1,50 m à 2 mètres par an, suivant les zones. Mais en Casamance, dans la zone de Djogé, et là où les zones sont beaucoup plus basses, il y a eu des avancées. Quelquefois, on a eu jusqu'à 5 mètres ou 6 mètres par an dans certaines zones. Hein. Par contre, si vous allez sur les falaises rocheuses, elle a à peine 0,70 m à 0,80 m par an. Et ce n'est pas lié à l'avancée de la mer, c'est surtout lié à l'écroulement des falaises dans ces zones-là. C'est les falaises qui s'écroulent sous l'effet du ruissellement quand il y a des fractures et quand les roches ne sont pas solides, quand elles sont très fragiles, par exemple sur les argiles. Voilà, donc ça aussi, on a bien mesuré, on connaît le rythme. Si je dis, mais ça donne au bout de plusieurs années, ça donne au bout de plusieurs décennies, ça peut être catastrophique. On a vu des quartiers de Rufisque qui étaient dans l'eau, qui étaient hors d'eau plutôt, et on dit, ces gens vous disent, oui, mais la mosquée de mon grand-père, elle était à 50 mètres à l'intérieur. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on allait en colonie de vacances à Saint-Louis, vers les années 64, entre Guet Ndar et la zone de Guet Ndar, sur laquelle on est aujourd'hui, et la plage où se débarquaient les pêcheurs, il fallait faire 150 mètres. Et on devait passer sur un cordon dunaire et descendre vers la plage. Mais ce cordon dunaire n'existe plus. Et maintenant, la mer a avancé, elle est dans les concessions. Donc, en prenant, nous qui sommes moins jeunes, en prenant un recul de 40 ans, on se rend compte que la mer elle a avancé pratiquement de 100 mètres. Bien sûr, la cause anthropique, allons voir ce qui se passe autour de Mbobes. Pendant plusieurs dizaines d'années, la zone de Mbobes, la plage de Mbobes a été
la zone préférentielle d'extraction du sable pour construire Dakar. C'est sûr que Gokhumbac, Guet-Ndar, Mbour, les gens ont pris beaucoup de temps à extraire le sable marin pour construire les maisons. Parce qu'on s'est dit, le sable marin, il prend plus vite que le sable de dune, etc. Et comme il est à la disposition, on a fait un peu comme ont fait les Français, hein, quand ils sont arrivés, ils ont utilisé le sable marin et le basalte pour construire, pour faire du béton. Et les Sénégalais ont continué à le faire. Ce que nous combattons aujourd'hui au SEREC. Hein, parce qu'il fallait trouver des sables plus appropriés et des sables, quelquefois, qui sont de meilleure qualité que le sable marin, puisque le sable marin, il est alcalin, il a de l'alcalinité, il y a du sel, comme on dit, et souvent, ça peut nuire au béton. Donc, il faut trouver des sables de substitution qui permettent donc de remplacer ce sable marin-là et de construire de façon plus durable en préservant nos côtes. Il y a aussi le fait que, souvent, pour s'installer, si vous prenez le cas de Saly, les gens ont voulu faire des hôtels, ont voulu faire des édifices touristiques, et certainement ont construit des ports. Et pour faire ces ports-là, ils ont fait des ouvrages de protection de leurs ports en utilisant des épis, qui sont des structures perpendiculaires à la côte, et qui donc ne permettent pas à la dérive littorale, au sable qui va de Saint-Louis et qui continue jusqu'à Ziguinchor, de continuer. Donc il y a du sable qui se dépose naturellement sur une plage par la dérive, et quand vous mettez des épis, vous arrêtez la dérive. Et donc vous entraînez l'érosion au sud de la zone où vous avez fait votre épi. Donc ça, on pourrait en parler, il y a des thèses qui ont été faites. Donc la manière de construire, les matériaux qui sont utilisés pour la construction ont été très néfastes pour la côte et ont accéléré l'érosion côtière. Oui, bon, c'est un peu penser aux solutions. Les solutions, j'ai commencé tantôt à parler d'arrêter d'extraire du sable marin, de faire en sorte que les aménagements soient conformes avec l'environnement. Mais aujourd'hui, je dis, la meilleure solution, c'est de maîtriser les houles. Tant qu'on ne maîtrise pas les houles, on aura toujours des problèmes avec l'érosion. Et ces houles qui sont sporadiques, qui viennent de temps en temps, on les a étudiées. On connaît la direction des houles, on connaît leur forme. On a pensé, dans un premier temps, à des brises-dames. C'est vrai, les brises-dames sont efficaces. On en a fait à Saly. On a des brises-dames aujourd'hui qui sont à Saly, qui sont efficaces, qu'on peut démontrer. Si vous allez à Saly, vous les voyez. Mais on peut faire mieux que les brises-dames, parce que là aussi, on est évolutif. On s'inscrit dans un cadre de protection qui intègre le développement du littoral. Donc, il faut mettre en place un cadre intégré d'aménagement de la côte qui puisse prendre en compte le côté protection, le côté aménagement, le côté durabilité, le côté économique et tout ce qui va, la pêche, prendre en compte la pêche, prendre en compte le tourisme. Donc, il faut quelque chose d'intégré. Et on a pensé à quelque chose qui est aussi très naturel. Je dis la meilleure façon de protéger les zones vulnérables, c'est regarder comment se comportent les zones que je peux appeler aujourd'hui invulnérables. Des zones qui n'ont jamais bougé, parce qu'à côté des 50 km de côtes qui sont vulnérables, il y a peut-être 650 km, ou bien même, je pourrais dire, 40-50 km que l'on a bien étudié et on connaît très bien. À commencer par, je dis, est-ce que pendant tout le temps que vous avez entendu les gens de Saint-Louis déguerpir, protéger les pirogues, Bargny, se plaindre, etc., on n'a jamais entendu les gens de Yoff se plaindre. On n'a jamais entendu les gens de Soumbédioune se plaindre. On n'a jamais entendu les pêcheurs de la zone côtière de Ngor, Ouakam, Soumbédioune, Yoff se plaindre. Pourquoi? Et nous avons essayé de réfléchir en disant, mais le mausolée de Seydina Limamou Laye, le Saint-Homme, il est dans une zone qui est très, très calme. On a dit, le mausolée, le marabout, il a beaucoup prié. Mais je pense qu'au-delà de sa prière, le marabout il était en avance sur nous dans la connaissance des phénomènes marins, des phénomènes hydrodynamiques, parce que c'est d'abord un pêcheur, c'est quelqu'un qui a toujours pêché de Yoff à Kayar, parce qu'on voit ses disciples un peu partout. Une fois, je me suis dit, mais je vais faire de Yoff à Kayar, je vais faire le parcours du marabout pour essayer de comprendre, pour
m'inspirer de sa science. Et j'avais un bâtimètre et un holomètre. J'ai fait de la bathymétrie dans ces zones-là. Et je me suis rendu compte qu'en faisant Kayar, Yoff, aller-retour, je me suis rendu compte que quand j'étais dans la zone de Yoff, c'était la zone la plus calme dans cette zone-là. Dans tout le secteur, c'était la zone la plus calme. J'ai dit, mais attends, le marabout, il a senti quelque chose, peut-être que moi je suis en train de sentir. Et j'ai regardé mon holomètre et je me suis rendu compte que c'était la zone la plus calme parce qu'il y avait le moins de houle possible. Après analyse scientifique, plus tard, quand j'ai évolué un peu dans le domaine de la science, je me suis rendu compte que l'île de Yoff, j'ai fait une analyse entre la zone calme et l'île de Yoff, et je suis revenu en période de houle. En période de houle, je peux vous montrer des photos, je vois que les piroguiers, tous les piroguiers de Yoff viennent se concentrer au sud de l'île. Et le nord de l'île, il est battu par les houles, mais le sud était très calme. Et je fais la projection de ce sud-là, je tombe sur le mausolée. Donc je dis, quelque part, l'île de Yoff aussi contribue à la protection du mausolée. Et par extraction, je suis allé voir ce qui se passe à Ngor, ce qui se passe à Soumbédioune, ce qui se passe même au niveau du port, sous Gorée. Et partout où il y a des îles, la conclusion, c'est que partout où il y a des îles, les mers sont calmes, au sud de l'île. Il y a ce qu'on appelle les îles, la partie sous le vent et la partie au vent. Ceux qui sont sous le vent sont protégés par les îles. Si vous prenez l'exemple aussi des îles du Pacifique, les belles mers du Pacifique, les belles plages du Pacifique, elles doivent cette beauté et ce calme parce qu'il y a toujours, au nord de la lagune, face au flot, il y a les récifs de corail qui sont des îlots qui protègent. Hein. Donc, naturellement, on s'est dit, aujourd'hui, au-delà des brises-lames, nous allons faire des îlots d'une certaine surface, avec certains matériaux, dimensionnés pour protéger les zones vulnérables. Et ces îlots-là serviraient en même temps de nidification pour les poissons. Je pense que le ministère de la Pêche a un programme sur ça. On pourrait développer du tourisme sur ces îlots, développer des loisirs, développer du transport maritime, ça peut être des quais de débarquement des pirogues, ça peut être des quais de débarquement pour ceux qui voudraient faire du transport maritime entre Dakar, Saly et Dakar, Kaolack, Dakar, Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor. Et ça pourrait aussi servir de zone de plaisance, avec des ports de plaisance, avec tout ce qu'on veut. Donc, on développerait le tourisme, la pêche, le transport, tout ce qu'on veut. Donc, tout un ensemble, je me suis rendu compte que pratiquement 13 secteurs aujourd'hui économiques pourraient être intéressés par le développement de ces îles-là, qui, en principe, ne coûtent pas trop cher, parce qu'au CEREC, on a déjà expérimenté des matériaux qui pourraient servir à bâtir ces îles-là, de façon à ce qu'un îlot de 1 hectare coûte moins cher qu'un hectare sur la VDN. Oui, ils existent au Sénégal, ils sont là, et c'est des matériaux qui sont des déchets d'exploitation minière. Hein? Je peux parler par exemple des silexites, je peux parler des quartzites, je peux parler d'autres matériaux qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour faire des matériaux. Et avec certains de ces matériaux, on a reconstitué du sable fin et du sable grossier qui peut être utilisé aussi sur les plages. Les solutions existent, elles peuvent être expérimentées et ça ne coûte pas cher. Et ces solutions-là sont aujourd'hui validées au niveau de l'IOMA. Et moi-même, j'ai fait valider ces solutions-là en 2011, alors que j'étais en expérimentation au Japon avec le Port and Airport Research Institute de Yokohama. Donc, c'est des choses qui sont validées au niveau national et au niveau international. Mes recommandations seraient de développer ce qu'on appelle une approche intégrée de l'aménagement de la côte, qui permettrait de développer la pêche, le tourisme, de développer les niailles, de développer le transport maritime, de développer aussi la formation des acteurs de la côte dans le cadre d'un aménagement qui serait durable et qui permettrait au Sénégal, pendant que la mer est en train de remonter, comme on dit, 100 mètres, 1 mètre plutôt dans 100 ans,
nous, on pourrait relever le niveau de nos plages de 3 mètres dans 100 ans. Merci.